Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au tableau de bord prospectif. Je suis Nadia Chandoul, je suis consultante fonctionnelle chez TeamSquare en gestion de projet et j'accompagne les clients sur des missions et sur des problématiques autour de la gestion de projet, aussi bien d'un point de vue méthodologique, donc dans la mise en place d'une démarche projet, et également sur le déploiement d'outils de support associés à cette méthodologie projet. Avant de démarrer la session, je vous remercie de bien vouloir passer en mute pour éviter toute nuisance sonore pendant la session. Alors, au sommaire de ce webinaire. Tout d'abord, une présentation, donc, comme à son habitude, de la société TeamSquare et de notre métier. Puis, nous passerons donc dans le cœur du sujet et nous vous présenterons la mise en place de tableaux de bord prospectifs. Nous vous présenterons rapidement, nous ferons rapidement une introduction sur les tableaux de bord prospectifs, puis nous mettrons en évidence les différences par rapport aux tableaux de bord opérationnels que l'on a l'habitude de piloter en gestion de projet, puisqu'ici nous nous attaquons à la gestion de la stratégie d'entreprise. Nous vous détaillerons également la démarche de mise en œuvre d'une méthodologie autour des tableaux de bord prospectifs. Et enfin, nous finirons sur l'ensemble des facteurs de réussite pour réussir la mise en place de ces tableaux de bord prospectifs. Enfin, nous terminerons, comme à notre habitude, par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser des questions. Vous pouvez le faire à l'écrit à l'aide de l'interface et nous aurons un temps d'échange à la fin de la présentation pour y répondre. Alors, pour vous présenter TeamSquare. TeamSquare, tout d'abord, c'est un savoir-faire reconnu sur le management de projet et de portefeuille de projet. Pour cela, nous avons une équipe dédiée de consultants au management de projet qui est structurée en 2 pôles. Nous avons un premier pôle avec des consultants fonctionnels qui vont accompagner les clients sur tous les aspects méthodologiques autour de la gestion de projet et du portefeuille de projet, et un pôle de consultants techniques qui va supporter les clients sur toutes les problématiques techniques et la mise en œuvre d'outils autour de la gestion de projet. TeamSquare, c'est aussi 20 ans d'expérience dans le domaine, donc une expertise reconnue dans le métier. Et pour cela, nous nous appuyons sur un partenariat durable avec Microsoft qui, du coup, nous garantit une expertise dans les outils de gestion de projet et de portefeuille de projet, notamment avec Microsoft. Alors, pour vous détailler un petit peu nos savoir-faire, tout d'abord, notre cœur de métier, c'est le pilotage de projet. À ce titre, donc, nous pouvons vous accompagner à la création, à la gestion et à l'accompagnement d'un bureau des projets, donc d'un PMO. Nous faisons également de l'accompagnement de chefs de projet, que ce soit du coaching, du support sur des problématiques opérationnelles et de l'assistance. Nous avons également un savoir-faire en conseil et mise en place de démarches projet. Donc, nous accompagnons nos clients sur la mise en place d'une démarche projet, que ce soit sur des thématiques de portefeuille de projet, des thématiques autour du pilotage de la stratégie d'une organisation, comme nous allons le faire aujourd'hui avec la présentation des tableaux de bord prospectifs. Nous accompagnons également les clients sur la démarche de mise en œuvre donc d'une planification de projet, de management de projet, et également sur toutes les thématiques de gestion de ressources sur les projets. Nous avons également un savoir-faire outils, donc nous nous appuyons sur les outils pour mettre en œuvre la démarche projet. Donc nous avons une connaissance de l'ensemble des outils de gestion de projet sur le marché, ce qui nous donne
une certaine assise et une certaine expertise pour pouvoir conseiller au mieux nos clients sur les outils à mettre en place pour supporter leur démarche projet. Bien sûr, nous adaptons ces outils et nous les paramétrons pour qu'ils correspondent à vos processus de gestion de projet. Et nous construisons également un ensemble de tableaux de bord qui vont vous aider au pilotage opérationnel de votre organisation, de vos ressources ou de vos projets. Enfin, nous avons également une expertise et un savoir-faire sur les formations. Nous pouvons donner à la fois des formations sur le management de projet, et également, nous pouvons également fournir des formations sur les outils de gestion de projet. Enfin, nous avons également, depuis quelques années, étoffé notre offre en formation en proposant également des serious games. Alors, notre vision du conseil, donc notre force consiste dans le fait que nous allions étroitement méthode et outils, et le rouage entre les deux est un accompagnement adapté et équilibré. Nous sommes partis d'un constat que mettre en place uniquement une théorie et une théorie sur la gestion de projet n'est pas suffisant. Il faut mettre en place également des outils qui vont venir appuyer et supporter cette méthodologie pour assurer sa réussite. Et de la même manière, mettre en place un outil sans avoir challengé les processus de gestion de projet au cœur de l'organisation n'auront pas d'intérêt pour assurer la réussite d'une mise en œuvre d'une démarche projet avec un outil de support associé. Pour ce faire, donc, nous avons effectivement une expertise sur des outils de gestion de projet, dont Microsoft Project Server. Et au niveau des méthodes, nous nous appuyons sur l'ensemble des méthodes et de référence dans le domaine de la gestion de projet, que ce soit PMI, ITIL, CMMI, Prince2, mais nous avons également développé notre propre méthode en interne suite donc à notre retour d'expérience dans le domaine. TeamSquare, enfin, c'est aussi une couverture nationale. Donc, nous sommes localisés donc, à Paris et à Lyon. Donc, nous avons 2 agences en France pour accompagner nos clients. Et également, nous avons des consultants qui sont donc présents en région. Et nous avons également quelques consultants qui travaillent à l'étranger. Pour finir, je vous laisse donc observer nos références. Donc, nous travaillons à la fois avec des grands comptes, mais aussi des petits comptes et des PME, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Enfin, nous intervenons dans différents secteurs. Voilà pour la présentation de TeamSquare. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et attaquer la présentation sur les tableaux de bord prospectifs. Je laisse donc la main à Anthony de Jésus qui va donc vous présenter les tableaux de bord prospectifs. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anthony de Jésus, je suis consultant pour l'entreprise TeamSquare et je vais vous faire une présentation sur les tableaux de bord prospectifs qui vient comme un retour d'expérience d'une mission que j'ai pu faire chez un client pour la mise en place de ce type de tableau de bord. Je vais commencer par quelques éléments de contexte. Un constat a été fait dans le passé qui montrait qu'il y avait 90% des entreprises qui ont une stratégie, mais il y a seulement 10% d'entre elles qui réussissaient à la mettre en place. De ce constat, on voit qu'il existe un réel besoin de mettre en place un outil qui puisse permettre aux entreprises de mieux piloter leur stratégie. En partant de ce constat, en 1992, Robert Kaplan et David Norton, qui étaient 2 professeurs d'Harvard, ont défini un tableau de bord prospectif. Un tableau de bord prospectif, c'est la traduction en français du Balance Scorecard, ou BSC. On trouve aussi comme traduction tableau de bord équilibré, mais c'est beaucoup moins répandu.
Et en fait, ce Balance Scorecard, c'est un outil d'aide au pilotage stratégique qui va permettre aux entreprises de mettre en place leur stratégie, de la piloter et de communiquer avec tous leurs acteurs autour de celle-ci. Du coup, ce Balance Scorecard est un outil d'aide au pilotage stratégique qui est défini autour de 4 grands axes centrés autour de la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est vraiment l'élément central, la plaque tournante de ce type de tableau de bord. Et autour, on va avoir 4 grands axes. Le premier, c'est l'axe financier, qui va permettre de répondre aux questions suivantes. Donc, quelle est notre performance financière? Comment sommes-nous perçus par nos actionnaires? Pour répondre à ces questions et pour avoir de la visibilité, on va pouvoir avoir sur cet axe des indicateurs de type suivi du chiffre d'affaires, suivi du résultat net de l'entreprise, par exemple. Ensuite, on a un axe plutôt orienté client, qui va nous permettre de voir comment est-ce que nous sommes perçus par nos clients et comment on peut créer de la valeur à leurs yeux. Donc sur cet axe, on va avoir des indicateurs plutôt du type taux de satisfaction client, pourcentage de nouveaux clients, etc. Ensuite, on a un axe qui est plus basé sur nos processus internes et qui va nous permettre d'identifier nos processus qui nous permettent de créer de la valeur aux yeux du client. Donc on va pouvoir avoir des indicateurs très variés, comme la durée d'assemblage d'une pièce, la durée du cycle d'achat, la standardisation de nos produits, etc. Et enfin, le dernier grand axe du Balance Scorecard, c'est un axe apprentissage organisationnel, où on va s'interroger pour savoir comment on peut faire pour s'améliorer au quotidien. Les indicateurs de cet axe peuvent être très variés, ça peut aller du nombre de brevets déposés dans l'année, au taux de formation, des employés de l'entreprise. Ces 4 grands axes sont équilibrés et interdépendants. Donc dans la théorie de Norton et Kaplan, ces 4 axes ont des liens de cause à effet. Les résultats de l'axe apprentissage vont avoir des effets sur l'axe processus, qui aura lui-même des effets sur l'axe client, pour enfin avoir des effets sur l'axe finance de l'entreprise, qui est quand même la finalité de l'entreprise. Donc je vais prendre un petit exemple pour illustrer ces liens de cause à effet. Imaginons qu'une entreprise ait des employés qui ont subi beaucoup de formations pendant l'année. Donc on aura de bons résultats sur l'axe apprentissage puisqu'ils seront très bien formés, ces employés. Si ces employés sont formés, ils vont pouvoir logiquement travailler plus rapidement ou plus efficacement que des employés non formés. S'ils travaillent plus rapidement, on peut faire l'hypothèse qu'ils vont pouvoir réduire le temps d'assemblage d'une pièce, par exemple, ce qui va entraîner donc de bons résultats sur l'axe processus. Si on a de bons résultats sur l'axe processus, donc que la durée d'assemblage est réduite, ça veut dire que les clients devront attendre moins longtemps entre le moment de leur commande et le moment où ils vont recevoir le produit. Donc les clients seront plus satisfaits et on aura de bons résultats sur l'axe client. Et enfin, si les clients sont satisfaits du service qu'on leur rend, ils seront plus enclins à vouloir commander plus, à vouloir plus travailler avec notre entreprise, ce qui va avoir pour effet d'avoir de bons résultats sur l'axe finance, puisqu'on pourra avoir plus de commandes. Donc cet exemple illustre bien les liens de cause à effet qu'il peut y avoir entre ces 4 axes, même si dans la pratique, il y a toujours d'autres paramètres qu'on peut pas toujours maîtriser. Ensuite, aucun de ces 4 grands axes ne doit être favorisé par rapport aux autres dans la théorie. Dans la théorie, l'axe financier est sur le même pied d'égalité que l'axe apprentissage. Mais dans la pratique, dans la réalité, c'est un peu différent. L'axe financier est toujours favorisé par les entreprises. On a l'axe financier qui est favorisé par rapport à l'axe client, qui est favorisé lui-même par rapport à l'axe processus, et qui est lui-même favorisé par rapport à l'axe apprentissage. On voit bien la différence entre la théorie énoncée en 1992 par Norton et Kaplan et la réalité du terrain. Et enfin, donc, dans un tableau de bord prospectif, on devrait avoir, selon la théorie de Norton et Kaplan, un lien entre la rémunération des managers et l'atteinte des objectifs. Si les équipes atteignent les objectifs, les managers devraient être récompensés par des primes. Dans la pratique, cette pratique est très peu répandue et très peu populaire en France surtout.
Ça l'est un peu plus aux États-Unis, mais les gens restent assez frileux et timides là-dessus. Donc on pourrait penser que ce tableau de bord prospectif est un tableau de bord opérationnel classique, mais qui a juste une autre vision. Mais je vais vous montrer les différences qu'il existe entre justement les tableaux de bord prospectifs et les tableaux de bord opérationnels, pour vous montrer que ce sont deux choses bien différentes. Premièrement, ces deux types de tableaux de bord n'ont pas le même périmètre. Le tableau de bord prospectif va s'intéresser sur l'entreprise entière, pour nous donner vraiment une vision globale et stratégique. Si on se place pour une très grosse entreprise, on pourrait éventuellement imaginer un tableau de bord prospectif sur un service ou un département, mais qui s'intéresserait à une vision globale de ce service ou de ce département. Alors qu'un tableau de bord opérationnel a un périmètre beaucoup plus restreint. On va s'intéresser à quelques projets, quelques services, mais avec une vision beaucoup plus opérationnelle et moins stratégique. Ensuite, ces deux types de tableaux de bord ne s'adressent pas au même public. Le tableau de bord prospectif va s'adresser au top management, vraiment à l'équipe de direction, au directeur et à son équipe dirigeante, puisqu'on va manipuler des données un peu stratégiques. Alors que le tableau de bord opérationnel va pouvoir avoir un public beaucoup plus varié. On va pouvoir s'adresser au top management, à la direction, mais aussi à des responsables opérationnels, à des chefs d'équipe, des chefs de projet, des chefs de ligne de production. Le public est vraiment beaucoup plus ouvert et varié. Ensuite, ces deux types de tableaux de bord n'ont pas les mêmes objectifs. Le tableau de bord prospectif va lui servir à piloter les objectifs stratégiques, à aider l'entreprise à mettre en place et à suivre sa stratégie globale. Alors qu'un tableau de bord opérationnel va lui servir à piloter des objectifs beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus proches du terrain, du quotidien. Et la dernière grande différence, ça va être dans la manière d'atteindre ces objectifs. Le tableau de bord prospectif va faire une synthèse d'indicateurs qui vont être liés entre eux et interdépendants pour pouvoir piloter ces objectifs stratégiques. Tous ces indicateurs vont être en lien avec la stratégie globale de l'entreprise. Alors que le tableau de bord opérationnel va lui faire une synthèse d'indicateurs qui sont indépendants et qui vont répondre à un besoin plus opérationnel et ponctuel. Ensuite, même au niveau visuel, au niveau de l'affichage, il y a des différences entre un tableau de bord prospectif sur la gauche de votre écran et un tableau de bord opérationnel sur la droite de votre écran. Un tableau de bord prospectif a vraiment une page de synthèse qui va faire du coup la synthèse de tous les indicateurs qu'on aura pu calculer, qui seront répartis suivant les 4 grands axes. Ensuite, pendant la présentation de ce tableau de bord prospectif, on va rentrer dans le détail des différents indicateurs, en montrant par exemple des courbes d'évolution, des histogrammes ou différents diagrammes. Alors qu'un tableau de bord opérationnel, lui, n'a pas cette vue globale, cette vue de synthèse. On rentre directement dans le vif du sujet en présentant différentes courbes, différentes évolutions d'indicateurs. Donc voilà pour les différences entre tableau de bord opérationnel et tableau de bord prospectif. Je vais maintenant vous parler de la démarche à suivre pour mettre en œuvre une démarche de tableau de bord prospectif. Donc il faut savoir que cette démarche est longue, peut prendre du temps et se fait par étapes. La première étape est de définir la vision de l'entreprise, donc d'essayer de donner une direction à notre entreprise. Pour cela, donc l'équipe dirigeante va devoir se projeter dans l'avenir et répondre à essayer d'imaginer où sera cette entreprise dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Par exemple, pour Microsoft, à l'époque, Bill Gates avait pour vision de son entreprise un ordinateur dans chaque maison. Une fois qu'on a fait cette projection, donc une vue à très long terme de l'entreprise, il faut qu'on définisse la mission de l'entreprise. Quelle est notre raison d'être? Pourquoi notre entreprise existe? Par exemple, pour l'entreprise Team Square, notre mission, c'est de fournir des solutions en gestion de projet à nos clients. Donc une fois qu'on a défini une vue à très long terme avec une projection à 20 ans et qu'on a défini la mission de notre entreprise, il va falloir qu'on définisse les valeurs de notre entreprise. Quels sont les idéaux qu'on aimerait communiquer? Quelle va être notre culture d'entreprise? Pour en fait se définir en tant qu'entreprise. Une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura un peu notre identité et notre ligne de conduite qui sera définie pour l'avenir, on va pouvoir faire une analyse SWOT, donc pour voir quelles sont nos forces, nos faiblesses,
quelles opportunités on va pouvoir avoir et quelles sont les menaces qui existent sur le marché. Ça, c'est la première étape qui permet de définir la vision de notre entreprise. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à la formalisation de la stratégie de l'entreprise. Cette étape, c'est vraiment l'étape clé de la démarche Balance Scorecard, puisque la stratégie de l'entreprise est au cœur de ce tableau de bord. Donc on va définir, formaliser et expliciter cette stratégie, puis la décliner en objectifs stratégiques, suivant les 4 grands axes: finance, client, processus et apprentissage. Pour définir ces objectifs, on va se projeter à un plus court terme, donc à 3 ou 5 ans, et définir des objectifs chiffrés pour ces 4 grands axes. Cette étape peut être difficile, puisque la vision de la stratégie d'entreprise peut être différente au sein de l'équipe dirigeante. C'est parfois difficile d'expliciter avec des mots et d'être compréhensible par tout le monde une stratégie qui à la base est une idée un peu vague, un peu floue. Une fois qu'on a fait cette étape de formalisation de la stratégie, on va devoir définir des indicateurs stratégiques. Donc pour voir et pour suivre le respect ou non de nos différents objectifs stratégiques. Tous ces indicateurs vont devoir être bien entendu en lien avec les objectifs stratégiques et la stratégie globale de l'entreprise. On se limite à 5 indicateurs maximum par axe du Balance Scorecard pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est une raison purement économique. Ça peut avoir un coût important de mettre en place un grand nombre d'indicateurs et puis de faire leur suivi, leur amélioration au quotidien, etc. On peut avoir un coût élevé au niveau de l'investissement en argent, puisque parfois il faut développer un nouveau rapport, etc. Et ensuite, il faut mettre en place une équipe et des personnes, mobiliser des ressources pour calculer ces indicateurs. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si on a trop d'indicateurs, on va avoir des difficultés d'avoir un rôle d'aide au pilotage stratégique. Si on a beaucoup d'indicateurs, on va avoir beaucoup de leviers d'action pour pouvoir rectifier le tir et atteindre nos objectifs. Mais si on a trop de leviers d'action, on ne saura pas forcément lesquels sont les plus utiles, on ne saura pas sur lesquels agir, puisqu'on ne pourra sûrement pas agir sur tous. Donc voilà, une fois qu'on a défini ces indicateurs, il faut maintenant les quantifier et les calculer. La première chose à faire pour calculer ces indicateurs, c'est de définir un responsable pour le calcul de chaque indicateur. Cette personne sera en charge de la fiabilité et de la mise à jour de l'indicateur aux yeux de l'équipe dirigeante. Elle pourra par la suite, si elle le souhaite, déléguer le calcul à ses équipes, et ce sera cette personne qui devra aller le présenter à sa direction. Et enfin, ce responsable va devoir définir une règle de calcul pour calculer à proprement parler son indicateur. Donc soit en récupérant des informations qui sont déjà existantes dans l'entreprise, faire des extractions de données du logiciel de gestion de projet, se servir d'indicateurs calculés dans le cadre d'autres tableaux de bord, par exemple, ou bien initialiser de nouvelles bases d'informations. Donc là, ce serait aller récupérer des informations qui ne sont pas encore traitées par l'entreprise, développer de nouveaux rapports pour récupérer de nouvelles informations. Une fois qu'on a calculé tous nos indicateurs, on passe dans l'étape de pilotage du tableau de bord prospectif. Donc c'est vraiment la phase de vie de ce tableau de bord. Il faut mettre le Balance Scorecard au cœur de la prise de décision. Pour cela, il faut l'analyser de façon périodique en réunion avec le top management. Par exemple, ça peut faire lieu d'un passage en comité de direction tous les mois, pendant lequel on va analyser les résultats qu'on a eus sur ce tableau de bord pour prendre des actions ensuite pour corriger les points où ça ne va pas. Et enfin, il faudrait mettre en place un système de récompense pour les managers en fonction de leurs résultats aux objectifs. Donc si un manager réussit à motiver son équipe pour qu'elle atteigne ses objectifs à l'année, il devrait recevoir une prime. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce système est très peu répandu en France, un peu plus à l'étranger, surtout aux États-Unis. Donc maintenant que vous savez comment mettre en place un tableau de bord prospectif, je vais vous montrer quels sont les principaux facteurs de réussite qui vont permettre de réussir à mettre en place ce tableau de bord et à le faire durer. Premièrement, il faut vraiment se servir du Balance Scorecard pour prendre des actions concrètes. Ce n'est pas un simple outil de diagnostic qui va nous dire si on arrive
ou non à atteindre nos objectifs. On doit vraiment prendre des actions concrètes, visibles sur le terrain, pour essayer de s'améliorer au continu. Ensuite, il faut bien corréler les objectifs stratégiques des 4 axes du Balance Scorecard pour qu'ils soient bien alignés avec la stratégie globale de l'entreprise. Comme ça, on aura une direction stratégique cohérente. C'est cette cohérence entre ces objectifs et ces axes du Balance Scorecard qui va permettre à ce tableau de bord de devenir un outil d'aide au pilotage stratégique et non pas juste une somme de 4 tableaux de bord qu'on aurait récupérés à gauche et à droite dans l'entreprise. Un facteur de réussite très important, c'est le fait d'impliquer tous les acteurs dans la démarche Balance Scorecard. En impliquant les personnes, en les faisant être concernées, ça va motiver les équipes. Les personnes se sentiront plus concernées si elles sont acteurs de la démarche plutôt que spectateurs et à subir un nouveau tableau de bord. Le fait d'impliquer tous ces acteurs va pouvoir aussi permettre des échanges avec la réalité du terrain. Parce qu'il peut y avoir une différence assez flagrante entre la stratégie globale, les visions un peu théoriques qu'on peut avoir dans un bureau, et la réalité du terrain des personnes qui travaillent au quotidien sur nos produits. Et enfin, il faut faire des retours d'expérience réguliers pour permettre une amélioration continue de ce tableau de bord. Donc ces bilans réguliers il faut faire des bilans réguliers, par exemple des bilans annuels, dans lesquels on va remettre en cause tous les indicateurs et tous nos objectifs stratégiques. Les indicateurs, on va devoir analyser est-ce qu'ils représentent ou non la réalité, est-ce que leur calcul est compliqué, s'il est compliqué, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce qu'il faut le changer? Et enfin, on fait une remise en cause des objectifs pour savoir est-ce que ces objectifs étaient réalistes, étaient réalisables, ou est-ce qu'ils sont trop faibles et pas assez challengeants pour les équipes. Les indicateurs et les objectifs ne sont pas figés dans un tableau de bord prospectif. La stratégie d'entreprise, elle l'est à long terme, mais on peut modifier tout ce qu'il y a autour. Donc voilà pour les facteurs de réussite d'un tableau de bord prospectif. On va maintenant rentrer dans un moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper. Je ferai tout ce que je peux pour y répondre. Donc je vais commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Donc première question, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de sa mise en place? Les principales difficultés qu'on peut rencontrer avec la mise en place de ce type de tableau de bord, c'est surtout de le faire accepter aux gens que ce tableau de bord a une réelle utilité et que ce n'est pas une corvée de plus, un travail de plus à faire pour les équipes. C'est donc, comme je vous disais dans les facteurs de réussite, c'est vraiment le fait d'impliquer les équipes, de les rendre acteurs de la démarche qui est pour moi la plus grosse difficulté. Donc, deuxième question, sous quel format, outil, support peut-on mettre en place ce tableau de bord? Donc, personnellement, le format sur lequel on se servait, c'était un PowerPoint qui faisait la synthèse du calcul de tous les différents indicateurs. Ensuite, on avait le détail des calculs qui variaient. Soit on avait des extractions de logiciels de gestion de projet, des calculs sous Excel, etc. Mais vraiment, la présentation, ce qui était montré en comité de direction, c'était un PowerPoint d'une dizaine, quinzaine de slides. Une nouvelle question. Quelle démarche avez-vous mise en place pour avoir des indicateurs à jour? C'est une démarche qui prend du temps parce qu'il faut mettre en place en fait une certaine routine avec les différents responsables de calcul. Donc la démarche qui a été faite, c'était que le tableau de bord était présenté premier mercredi du mois en comité de direction.
Donc du coup, j'ai dû faire un rétro-planning pour avoir les différents indicateurs à jour. Au départ, on a souvent besoin de relancer les personnes le temps que ça rentre dans les mœurs, mais ensuite, par la suite, les personnes se sentent concernées et communiquent rapidement et au fil de l'eau leurs indicateurs à jour. Et j'étais chargé de faire la synthèse et la mise en place de ce tableau de bord. Au bout de combien de temps peut-on avoir un retour d'expérience sur son utilisation? Je pense que le temps minimum pour avoir un retour d'expérience sur l'utilisation des balance scorecard, c'est 1 an, puisque la démarche pour déjà mettre en place le balance scorecard prend du temps. Ensuite, il faut que les personnes commencent à s'habituer à son utilisation, à prendre des décisions en fonction des résultats. Et du coup, je pense que plus tôt que 1 an, c'est un peu prématuré. On pourrait imaginer un premier bilan au bout de 6 mois, mais au bout de 6 mois, personnellement, je pense que c'est trop frais, que c'est pas vraiment encore entré dans les mœurs, qu'il faut attendre au moins 1 an pour faire un bilan sur l'utilisation d'un balance scorecard. Nouvelle question. Est-ce que vous conseillez de le mettre en place au sein d'un service au départ puis de l'étendre pour maximiser ses chances de réussite? Je pense que ça peut être une bonne idée, mais il faut que le service soit assez important. On ne peut pas mettre en place ce type de tableau de bord dans un petit service qui compte 5-10 personnes, puisqu'il faut qu'on ait vraiment une vision globale, que ce service ait une stratégie propre à lui-même. Mais si on a un service qui est plutôt assez important à la base, c'est une bonne idée de de l'appliquer sur un service, d'attendre un peu, de voir comment ça se met en place, de voir comment les équipes vont réagir pour ensuite l'étendre. Oui, c'est une bonne idée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. C'est de nouveau Nadia Chandoul, donc je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions. Donc du coup, si... Alors on a une question, j'ai loupé le rendez-vous, y aura-t-il une autre présentation? Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'enregistrement de ce webinaire, nous le mettons en ligne sur notre chaîne TeamSquare, sur notre chaîne YouTube TeamSquare. Donc vous pourrez voir la présentation dans son intégralité dans les prochains jours, puisque nous publions très rapidement la présentation à l'issue de cette session. Ensuite, autre question, utilité des tableaux de bord pour les PMO. Donc, en tant que PMO, pendant ma mission chez le client, l'utilité de ce type de tableau de bord réside surtout pour l'équipe dirigeante. Pour les PMO,
j'ai plus un rôle de personne qui va travailler sur ce tableau de bord pour l'améliorer. Mais vu que ce sont des décisions qui sont stratégiques, qui sont à un niveau de hiérarchie assez élevé, pour les PMO, c'est plutôt l'intérêt est plutôt limité, l'utilité est plutôt limitée. S'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons clore le webinaire. Donc, nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour un autre webinaire avec Team Square. Merci. Au Merci, revoir. bonne journée.